vous vous sentez épris, vous n'êtes qu'accro aux hormones. Vous le trouvez beau, votre cortex préfrontal est ralenti, vous êtes bien dans ses bras. C'est le simple effet de l'ocytocine, n'est-ce pas Aurore Malek-Arras? Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences et sexologue, autrice de Cerveau, sexe et amour aux éditions Human Science. Nous sommes des mammifères, mais des mammifères littéraires. Alors commençons avec Phèdre. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Voici les sensations que je voudrais que vous nous expliquiez. D'abord, pourquoi rougit-on d'amour? Alors c'est une très bonne question et c'est une question qui en fait a interrogé les scientifiques depuis longtemps. Maintenant, on connaît à peu près les mécanismes. On sait que c'est un afflux de sang qui est envoyé sans qu'on en ait le contrôle vers le visage, qui est un endroit du corps qui est très très irrigué. Et avec cette vasodilatation, en fait, on va avoir cette sensation de chaleur qui peut ou pas se voir d'ailleurs en fonction des personnes. Et alors, pourquoi soudainement cet afflux arrive dans le visage? Alors, les mécanismes initiaux sont pas particulièrement bien connus. On sait qu'on va avoir des hormones à l'origine de ça. Par exemple, l'adrénaline, qui vont amener un petit boost un petit rush, en fait, et qui va amener ce changement de circulation sanguine. Et pour ce qui est de la confusion mentale, ce trouble éperdu dont parle Fad, comment la comprend-on? Est-ce qu'on a pratiqué des IRM, des cerveaux amoureux? Alors, nous ne sommes malheureusement pas avec les personnes au moment de la rencontre, au moment du coup de foudre. Mais néanmoins, on a une pionnière des neurosciences, Helen Fisher, qui en 2006 a commencé à mettre des personnes qui étaient récemment tombées amoureuses dans une phase qu'on appelle la lune de miel. Et elle a demandé à ces personnes de penser à l'être aimé, de voir des photos de l'être aimé dans un IRM. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs régions du cerveau qui étaient impliquées et qui contribuent à la formation de ce sentiment amoureux. On sait qu'on va avoir une grosse implication du système dopaminergique, donc du circuit appelé aussi le circuit de la récompense. Mais on sait maintenant, après Helen Fisher, qu'on va avoir en fait un espèce de cocktail de différentes hormones avec de l'adrénaline, de la testostérone, entre autres. On va y venir, mais pour ce qui est des régions cérébrales, si j'ai bien compris, il y en a une qui est endormie, le cortex préfrontal. À quoi sert cette zone? Alors, le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est vraiment du coup à l'avant du crâne. Son rôle va être un peu comme un chef d'orchestre et de pouvoir dire aux différentes zones du cerveau, toi tu t'actives, toi tu te désactives. Et il va pouvoir un petit peu guider un peu qui fait quoi. On sait qu'il est très très impliqué dans la pensée rationnelle, dans la formation de raisonnement. Et donc du coup, cette idée un petit peu qu'on est un peu abéti, on va dire, au début de la rencontre amoureuse. On n'arrive plus à penser, on a du mal à se concentrer. C'est entre autres parce que cette zone est un petit peu en sous-régime. Vous nous avez parlé de la dopamine, Aurore Malek-Arras, qui n'est pas une hormone comme on le croit souvent, mais un neurotransmetteur, je l'ai découvert dans votre livre, précisément même un neuromodulateur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une molécule qui va modifier un signal échangé entre des neurones. Elle a de multiples fonctions dans le corps, dans différentes situations, mais quel rôle joue-t-elle dans l'amour, dans le désir amoureux? Alors, la dopamine, comme vous l'avez très bien expliqué, elle est impliquée comme beaucoup de régions cérébrales et comme beaucoup d'acteurs, comme d'autres neurotransmetteurs, dans une myriade de comportements et de mécanismes. Dans le cadre du sentiment amoureux, ce neuromodulateur va permettre une meilleure formation des souvenirs. Quand on rencontre quelqu'un, on a plein d'informations à savoir. Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce que cette personne fait dans la vie? Est-ce que cette personne est allergique aux chats ou aux cacahuètes? Enfin voilà, des informations qui peuvent être un petit peu utiles. Et la dopamine va permettre une meilleure formation de cette mémoire et elle va aussi permettre la mise en place de formations, d'habitudes, de création de rituels. Mais il n'y a pas que la dopamine, il y a aussi d'autres hormones qui vont aussi permettre un petit peu cette espèce de phase. En français, on va dire la lune de miel. Les anglo-saxons ont depuis un petit peu un regard qu'ils appellent ça la lust phase, donc la phase de passion, de désir plus charnel, parce qu'il n'y a pas que la dopamine et la dopamine elle-même, au cœur de régulation hormonale, comme l'adrénaline, la testostérone, les œstrogènes pour les femmes. Voilà. Mais la dopamine, on la connaît aussi comme étant une espèce de substance de la récompense. Est-ce que, dans ce cas, on peut dire que l'amour serait une forme d'addiction? Alors,
Ça dépend de tout ce qui va être la définition de l'addiction. La dopamine, elle est vraiment impliquée dans tellement de, comment dire, de mécanismes neurobiologiques que c'est très faux de dire qu'on peut être addict à sa dopamine. C'est des choses que j'entends moi beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'aimerais bien prendre une seconde pour le mentionner. On a raison d'une certaine manière parce que on va aller rechercher entre guillemets la substance que va être l'être aimé, qu'on va être assez obsessionnel parfois avec l'attente des messages de l'autre, que pense l'autre, etc. Et on sait qu'on peut avoir un manque lors de la rupture. Donc on a des mécanismes, on peut faire un parallèle plutôt que de dire ah, c'est une addiction. La notion de parallèle est beaucoup plus juste d'un point de vue scientifique. Après les premiers émois vient le temps plus calme, peut-être de l'attachement. Est-ce que vous identifiez alors d'autres circuits neuronaux, d'autres hormones? Oui, alors cette phase justement comment dire, un petit peu d'excitation permanente, heureusement se calme. On pense que cette phase, elle permet aussi justement au couple d'aller construire des projets ensemble, d'arrêter d'être dans cette obsessionnalité de l'autre de la rencontre et qu'on puisse se focaliser sur l'achat d'un appartement, organiser des voyages, faire un enfant, adopter un chat, je sais pas. Et on sait qu'à ce moment-là, on va avoir un couple d'hormones qui va agir de concert, qui sont la vasopressine et l'ocytocine. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y a l'hormone de l'amour, ça n'existe pas. Le rôle de ces deux hormones vont être en fait d'amener une détente et un bien-être dans le corps avec une vasodilatation, relâchement des muscles profonds. Et c'est parce que on a ce sentiment d'apaisement dans le contexte de la relation qu'on va se sentir bien et qu'on va qu'on va avoir un amour un peu plus apaisé. Vous dites apaisement, et il faut quand même aussi mentionner l'effet analgésique, donc antidouleur quand même de Tout à fait. l'ocytocine, ça chacun en fera ce qu'il veut. Un mot pour finir, Aurore Malek-Arras, parlons de la rupture. Pourquoi est-ce si douloureux la fin de l'amour? Alors, encore une fois, avec la dopamine, et en fait, la dopamine agit au sein d'un circuit qu'on appelle les ganglions de la base, qui sont très très importants dans le cerveau pour construire les habitudes. On passe beaucoup sous silence le fait que, à la fin d'une relation, lors d'une rupture, il y a le deuil évidemment de la relation, des projets, mais il y a aussi l'arrêt comment dire, d'habitudes, de rituels qu'on a créés, à deux, et comment dire, cette habitude, le cerveau adore les habitudes. Le cerveau est un organe très paresseux qui consomme principalement tout le sucre qu'on va avoir, qu'on va prendre en fait, qu'on va manger. Il déteste changer d'habitude. Il déteste changer d'habitude. Et c'est un petit peu comme si les habitudes, c'est un peu l'autoroute. Et puis quand il faut changer d'habitude, en fait, on est face à une jungle. Il faut aller créer la route avec la machette, puis ensuite recréer d'autres habitudes, etc. Et donc, c'est très coûteux pour le cerveau. Ça peut être très fatigant. Et en plus, on peut avoir, lors de rupture, ça dépend de comment c'est fait, du cortisol et du stress. L'hormone du stress, pour le coup. Merci beaucoup, Aurore Malek-Arras. Merci Votre à vous. livre, Cerveau, sexe, amour, aux éditions Humaine Science.